Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation d'économie où on va comprendre ensemble l'inflation. Un sujet d'actualité puisque l'inflation structurelle a recommencé. Pourquoi les prix augmentent-ils? C'est la question à laquelle on va répondre et on parlera également du mécanisme de création monétaire. Quels sont les facteurs qui contribuent à ce phénomène d'inflation? Eh bien, on va voir ça tout au long de cette vidéo, en commençant bien sûr par définir ce que c'est que l'inflation. On verra ensuite ce que c'est que l'inflation structurelle, c'est celle qui va nous intéresser, puis on verra l'impact des politiques monétaires, la création monétaire, comment ça se passe, qu'est-ce que l'argent, pourquoi l'argent existe. Non, peut-être pas quand même. On verra ensuite l'impact qu'a la psychologie également sur le prix des choses. On verra ensuite la différence entre une inflation normale, tolérée, même nécessaire, et une hyperinflation, qui dans ce cas-là n'est pas du tout nécessaire. Et ensuite, on verra les possibilités de lutte contre l'inflation, les possibilités qui sont de votre fait, et également les possibilités qui sont réalisées par les gouvernements, les banques centrales et tout ça. On est tout de suite parti, on va découvrir ce que c'est que l'inflation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on va mettre des mots dessus, on va le définir. L'inflation, c'est une augmentation générale et continue des prix des biens et des services sur une période de temps donnée. Tous les mots sont importants. Augmentation générale et continue sur un laps de temps déterminé. En d'autres termes, votre argent perd progressivement de sa valeur, ce qui signifie que vous avez besoin de plus d'argent pour acheter la même chose. Je vous ai fait un petit dessin très simple pour comprendre. Votre budget est de 10 euros. Cette année, d'accord? Le prix de la baguette est à 1 euro. Donc avec ces 10 euros, vous allez pouvoir acheter 10 baguettes. Ok, 1 euro, 10 baguettes. L'année prochaine, il va y avoir une inflation de 10%. C'est un exemple. Donc votre baguette va passer à 1,10 €. Eh bien, avec ces mêmes 10 euros, vous ne pourrez acheter plus que 9 baguettes. Votre argent a perdu de la valeur. Pourtant, vous avez toujours 10 euros sur votre compte en banque, ou en espèces, c'est toujours un billet de 10 euros. Eh bien, ce billet n'a plus la même valeur. On entend beaucoup parler d'inflation aujourd'hui, mais est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est nouveau comme phénomène? Eh bien, on va voir ça ensemble. Regardons ce graphique par exemple sur le taux d'inflation de chaque année depuis 1991. On voit qu'effectivement, en regardant que ce graphique, on a une très forte augmentation en 2022 qui est à 5,5, d'accord? Ce sont les chiffres officiels. Donc par rapport aux 30 dernières années, c'est vrai qu'on a une inflation qui est très élevée. Maintenant, on va reculer un petit peu, on va faire un retour dans le temps. Très important pour comprendre. Voici l'histoire de l'inflation en France depuis 1900. Regardez ce qui s'est passé. Déjà, nous sommes ici. Maintenant, vous voyez sur cette courbe que c'est complètement dérisoire par rapport à ce qui s'est déjà passé dans le passé. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais regardez. Il y a eu diverses crises, des crises majeures, qui ont provoqué une hyperinflation. Et là, on est sur l'inflation française, puisqu'en fait, si vous allez en Turquie par exemple, eh bien il y a également une hyperinflation en ce moment même. On voit que par année, l'argent perdait 50% de sa valeur, même jusqu'à quasiment 60%. Ça, c'est des pourcentages, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des chiffres là-dessus, pour que ce soit plus concret pour vous. On va simplement calculer la perte de valeur de la monnaie, la perte de pouvoir d'achat. Et oui, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent, si avec cet argent, on ne peut rien acheter. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être le pouvoir d'achat. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se focus. On va faire un exemple. Par exemple, 1000 euros dans les années 2000, donc en fait au mois de janvier 2000, on va calculer à quoi ça va correspondre aujourd'hui. Et bien regardez, ça va correspondre à 1500 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, il faut voir les choses dans l'autre sens. Il faut dire que aujourd'hui, pour pouvoir acheter la même chose qu'avec 1000 euros en 2000, il va nous falloir 1500 euros. Si vous gagnez 1000 euros par mois dans les années 2000, vous aviez exactement le même pouvoir d'achat que si vous gagnez 1500 euros par mois aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir eu beaucoup d'augmentation, mais en réalité, en pouvoir d'achat, il n'a pas évolué. Et j'ai envie de dire même, il a diminué puisque il y a eu une inflation sur l'immobilier qui a été encore
plus élevé. Vous voyez que là, c'est les années 2000, mais si par exemple, je mettais 1980. Bon, alors à l'époque, c'était en francs, mais du coup, il fait une conversion. Ok, on calcule. Eh bien, regardez, l'inflation cumulée est de 266%. 1000 euros par mois dans les années 1980, enfin en 1980 exactement, correspond à 3660 euros par mois aujourd'hui. Donc une personne qui était millionnaire dans les années 80, c'est comme si elle avait 3,6 millions aujourd'hui. C'est le même pouvoir d'achat. C'est peut-être plus clair avec mes petites baguettes. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était que l'inflation, on va parler du mécanisme de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette inflation? Quels sont les facteurs qui vont déterminer cette inflation? Déjà, on parle d'inflation structurelle, puisque c'est ce qui va nous intéresser, c'est une inflation qui est enracinée dans l'économie, hein, qui résulte de déséquilibres structurels à long terme. Pour comprendre un petit peu mieux, l'opposé, ce serait l'inflation conjoncturelle. C'est une inflation qui est temporaire et qui est due souvent à des facteurs externes, comme des chocs pétroliers ou une fluctuation saisonnière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation structurelle, elle est persistante et qu'elle est due à l'économie. On va explorer les facteurs. Donc dans un premier temps, il y a la pression des coûts. Tout simplement, c'est que les coûts de production augmentent naturellement. Par exemple, à cause des hausses des salaires, le coût des matières premières qui est plus élevé, il y a plus de réglementation, plus d'impôts. Donc voilà, tout ça, ça va augmenter le coût de production des biens et des services. Naturellement, puisque l'entreprise, elle va faire face à des coûts plus élevés de main-d'œuvre, de matières premières, d'énergie, eh bien, forcément, à la fin, pour être rentable, elle va devoir répercuter ses coûts sur les consommateurs en augmentant le prix des produits ou des services. Donc ça, naturellement, ça va créer une pression des coûts à la hausse. Mais celle-ci, normalement, c'est pas la plus importante. Il peut y avoir également une inflation quand il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est un peu lié avec l'offre et la demande, hein. C'est toujours pareil, c'est une balance. C'est exactement le même principe que quand une entreprise a un monopole, elle peut déterminer les coûts comme elle veut, puisque de toute façon, il n'y a pas de concurrence, c'est elle qui choisit. En petit exemple, on pourrait parler des opérateurs téléphoniques. Rappelez-vous, avant qu'il n'y ait Free, il y avait très peu de concurrence. Il y avait Orange, SFR et Bouygues Télécom. Donc, pas beaucoup de concurrence, ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient, qui étaient d'ailleurs exorbitants, et ensuite, Free est arrivé, une nouvelle concurrence, il a cassé les prix, et ça a permis de baisser les coûts. Eh bien, c'était bien la preuve que moins il y a de concurrence, et plus les prix peuvent être élevés, puisque de toute façon, ils ne vont pas perdre les clients, ils n'iront pas ailleurs, puisqu'il n'y a pas de ailleurs. Ce qui peut pousser également à une inflation structurelle, ça va être la rigidité du marché du travail. C'est-à-dire quand il y a des secteurs qui sont bouchés, quand on a un problème d'inefficacité ou de productivité, eh bien ça peut entraîner une hausse continue des prix. Là, comme exemple, ce qu'on pourrait avoir, c'est le bâtiment, par exemple. Quand vous voulez faire des travaux, eh bien vous allez prendre un rendez-vous pour dans plusieurs mois, des fois même plusieurs années pour pouvoir faire quelque chose. Il y a des délais qui sont extrêmement longs, qui sont dus à plusieurs facteurs. Eh bien, vous ne pouvez pas changer ça. Et pour moi, bien sûr, le plus important, ça va être la balance économique entre l'offre et la demande. Dès qu'il y a un déséquilibre macroéconomique en faveur de la demande, eh bien, ça va entraîner une pression à la hausse sur les prix. En deux mots, lorsque la demande pour un bien ou un service, elle dépasse l'offre, eh bien, son prix a tendance à augmenter. Et ça peut se produire pour diverses raisons. Par exemple, la croissance économique, ou l'augmentation de la population, ou des facteurs saisonniers. Je vais vous donner plusieurs exemples pour que ce soit plus clair. Par exemple, des glaces. Eh bien, le coût des glaces en été va être plus élevé que le coût des glaces en hiver. Tout simplement, l'offre et la demande. Là, c'est un facteur saisonnier. L'augmentation de la population, eh bien, plus il y a de personnes qui en veulent, plus la demande augmente, naturellement. On ne peut pas faire plus simple comme exemple. Et pour la croissance économique, eh bien déjà, on va déterminer un petit peu ce que c'est. C'est tout simplement que naturellement, tous les pays veulent être en croissance, donc ils fabriquent de plus en plus de biens et de services pour devenir de plus en plus riches, hein. Et on calcule la croissance économique d'un pays avec son PIB, le produit intérieur brut. Donc comme la croissance économique pousse à avoir toujours plus de choses, eh bien ça crée une demande toujours croissante. On va parler maintenant des politiques monétaires, ce qui est vraiment, à mon sens, ce qui engendre la plus grosse inflation. Mais pour pouvoir vous parler des politiques monétaires, forcément, je vais devoir vous parler de la création monétaire.
comment l'argent est-il créé? Qui le crée? Comment ça fonctionne? Parce que plus il y a d'argent dans l'économie, et moins l'argent a de valeur. C'est logique. Ce qui est rare est cher, parce que c'est rare. Eh bien, c'est exactement la même chose. Plus il y a d'argent, moins il a de valeur. Alors, cette création monétaire, comment se passe-t-elle? On va parler en Europe, par exemple. En Europe, vous avez la Banque Centrale Européenne. Alors, ça fait une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, parce qu'on est en 2023. Donc, depuis 1999, la Banque Centrale Européenne régule la masse monétaire. C'est bien. Maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Chaque pays a une autorité monétaire. Chaque pays a une banque centrale. Vous avez l'habitude des banques, comme Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, BNP, etc., etc. Ou peut-être même des banques en ligne. Mais derrière chaque banque en ligne, il y a une banque physique. Eh bien, ces banques, c'est ce qu'on appelle des banques commerciales. Ces banques commerciales, qui sont juste ici sur mon schéma, eh bien, elles vont avoir des interactions avec la Banque de France, ok, qui est juste là. La Banque de France, c'est elle qui va être impliquée dans la mise en circulation de monnaie nationale. Mais on est en Europe. Donc, nous, on va être régulé par la Banque Centrale Européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui va prendre des décisions et des stratégies budgétaires. L'équivalent aux États-Unis, c'est la Fed, autrement dit la Federal Reserve System. Autrement dit, c'est au-dessus des gouvernements, c'est au-dessus de tout, et en réalité, c'est eux qui contrôlent la masse monétaire mondiale, puisque les réserves mondiales sont en dollars. Ne nous égarons pas. Donc c'est la banque centrale de chaque pays qui est responsable de la création de sa monnaie. Et comme nous, c'est l'euro, c'est la BCE. C'est une autorité monétaire, mais c'est aussi une réserve et elle émet des politiques monétaires. Donc nous, on va parler surtout de la BCE, parce que la Banque de France n'a quasiment plus d'impact. Et quand on parle de réserve, on parle de quoi? Eh bien, les banques commerciales, donc votre banque, elle va avoir des réserves dans la banque centrale. Elle est obligée d'avoir ça pour pouvoir garantir son engagement financier. Et la banque centrale peut utiliser du coup sa politique monétaire pour influencer la quantité de monnaie en circulation. Elle peut ajuster les taux d'intérêt, vous avez dû en entendre parler beaucoup en ce moment. Elle peut acheter ou vendre des actifs financiers, elle peut fixer des exigences de réserve également pour influencer la quantité de monnaie en circulation. Vous avez peut-être l'impression que ce sont des petites choses, mais ce sont des choses énormes. Les réserves, c'est surtout pour pas retomber en faillite, pour pas qu'il y ait de crise bancaire. Et le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt directeur. Alors vous, quand vous voulez acheter une maison, vous faites un crédit à la banque. Ça veut dire que vous empruntez de l'argent à la banque. Mais c'est une banque commerciale. Comment elle fait pour gagner de l'argent? Eh bien tout simplement, la banque commerciale, elle va emprunter à la banque centrale, tout simplement, à un taux qui est bien sûr moins élevé. Donc elle emprunte de l'argent qu'elle vous revend, si elles n'ont pas d'argent, parce qu'elles peuvent très bien avoir l'argent. On en vient d'ailleurs au point suivant, la création monétaire. Justement, si elles n'ont pas de réserve de liquidité, eh bien elles peuvent emprunter cet argent à la banque centrale. Donc cet argent est créé à partir de rien, puisque à la base cet argent n'existe pas, mais la banque centrale va créer de la monnaie électronique en inscrivant simplement le montant sur le compte en banque de la banque commerciale. Et cela augmente tout simplement la masse monétaire en circulation. C'est le mécanisme de la dette. Et encore plus que ça, il y a un effet multiplicateur de crédit. La création monétaire, elle ne s'arrête pas là. Les banques commerciales, à leur tour, elles prêtent cet argent aux emprunteurs, donc à nous, ou aux sociétés, ou à n'importe qui, et même au gouvernement. Donc lorsque ces emprunteurs y reçoivent de l'argent, ils vont les déposer sur leur compte bancaire. Donc l'argent, il est créé plusieurs fois. Ça multiplie la quantité de monnaie en circulation. Elle est créée une première fois et ensuite elle est sur la banque, elle est créée une deuxième fois. On va voir comment est régulée cette masse monétaire. La banque centrale, elle exerce un contrôle de la masse monétaire, elle ajuste la quantité d'argent en circulation. Comme on a vu, c'est elle qui le crée, donc elle peut l'ajouter. Si l'économie elle est en surchauffe et l'inflation est élevée, donc comme en ce moment, donc les banques centrales, elles peuvent décider de resserrer leur politique monétaire en augmentant les taux d'intérêt. Ce qui va bien sûr réduire les emprunts, puisque comme vous l'avez bien vu, vous pouviez emprunter très facilement il y a 2 ans et maintenant c'est beaucoup plus difficile. Même des fois c'est complètement impossible. On arrête de créer de l'argent pour arrêter d'injecter de la monnaie dans l'économie, pour arrêter de créer cette inflation justement. Et sa deuxième possibilité justement c'est de réduire la quantité d'argent mise à disposition par les banques commerciales. C'est les deux leviers qu'elle a pour sa politique monétaire. Et inversement, quand on est dans une période de récession,
la banque centrale, elle peut assouplir sa politique monétaire, elle peut redescendre les taux d'intérêt pour favoriser à nouveau les emprunts et la création monétaire, ou en fournissant davantage de liquidités, puisque c'est très facile de dire il suffit d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire la masse monétaire, mais dans ce cas-là, c'est l'économie qui en pâtit. Et oui, vous ne pouvez plus emprunter, vous ne pouvez plus investir, et du coup, l'économie flanche. C'est toujours un équilibre très difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ont été créées les banques centrales, c'est pour avoir une stabilité financière. En tout cas, c'est leur mandat d'avoir 2% d'inflation par an, pour qu'il n'y ait plus de crise, ou en tout cas des crises qui soient moins intenses. Elles s'assurent également que les banques soient solvables. Et en cas de crise financière, les banques centrales sont là pour éviter le désastre, c'est-à-dire que le consommateur perde complètement son argent qui est inscrit en banque. Donc à ce moment-là, elle peut sortir la planche à billets, comme elle l'a fait par exemple lors de la crise financière de 2008 ou même après le Covid. C'est ce qui fait d'ailleurs monter énormément les marchés financiers. Vous aurez donc compris l'importance de la masse monétaire sur l'inflation. On passe au point suivant qui est l'anticipation et la psychologie pour redéterminer pourquoi il y a de l'inflation. Elle va se passer à 3 niveaux différents, ça va être les consommateurs, donc nous, les entreprises et les marchés financiers. Tout simplement, quelle est la meilleure possibilité de créer une inflation? Eh bien, c'est de dire qu'il va y avoir une inflation. Je m'explique. Quand on dit ça, les gens s'attendent à ce que le prix augmente et donc du coup, ils vont acheter davantage aujourd'hui en pensant qu'ils ne pourront plus acheter demain. Et comme ils achètent davantage aujourd'hui, ça pousse la demande est croissante, donc tout simplement les prix augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation auto-réalisatrice. Et j'irai même plus loin que ça, par exemple pour les consommateurs, lorsqu'il y a une forte augmentation d'un coût, ça peut créer également des pénuries. Ça a été le cas par exemple pour les cartes graphiques. Et ces pénuries, elles vont encore engendrer une inflation supplémentaire, puisque cette fois-ci, la demande sera encore beaucoup plus élevée par rapport à l'offre. Un autre exemple, rappelez-vous du Covid. Les masques dans les supermarchés, il y avait une demande très faible, d'accord? Parce que bon, avant ça, personne n'achetait de masques. Eh bien, regardez l'inflation qu'il y a eu sur les masques à partir du moment où tout le monde en avait besoin. La demande était supérieure à l'offre, les masques sont passés de 0,2 centimes à 60 centimes le masque. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un ordre de grandeur. Au niveau des entreprises, c'est un petit peu différent. Elles savent qu'il y a une inflation et elles essaient de calquer leur prix en fonction des prévisions d'inflation pour protéger leur marge bénéficiaire. Et oui, parce que les entreprises, elles achètent sur plusieurs années, pour vendre sur plusieurs années. Donc, si elles ne prévoient pas cette inflation, automatiquement, leurs marges vont baisser. C'est pour ça qu'elles l'anticipent. Et en l'anticipant, elles l'a créé, tout simplement. Au niveau des marchés financiers, c'est la même chose. Les investisseurs tiennent en compte de l'anticipation de l'inflation. Puisque, comme on a vu, plus il y a d'inflation, plus il y a un resserrement monétaire, et moins il y a de création de valeur. Donc plus la valorisation des entreprises baisse. C'est un mécanisme très simple, en théorie. Vous voyez que l'inflation, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Et on parle depuis tout à l'heure d'inflation, mais est-ce que l'inflation, ce n'est pas quelque chose de bien? Eh bien, il y a deux choses. Il y a vraiment l'inflation et l'hyperinflation. Donc, l'inflation, c'est l'inflation modérée. C'est sain pour l'économie, ça permet la croissance. On a besoin d'une inflation, déjà parce qu'on est dans un mécanisme de dette. On s'endette à chaque fois et du coup, pour pouvoir réduire la valeur de cette dette, il faut une inflation. Puisque si vous empruntez 1000 mais que dans 20 ans, 1000 n'aura plus de valeur, eh bien c'est le principe, vous empruntez 1000 et la valeur de ce que vous remboursez est moindre, en pouvoir d'achat évidemment. Et du coup, l'hyperinflation dans ce cas-là, est-ce que ça c'est bien? Eh bien non, dès que ça devient excessif, ça peut complètement déstabiliser l'économie, ça la fragilise et ça rend difficile la planification financière. Et ça peut aussi éroder la confiance dans la monnaie. Car rappelez-vous, une monnaie n'a de valeur que si on lui en accorde. La monnaie n'existe pas, c'est seulement qu'on y croit. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est très bien, mais comment on va pouvoir se protéger de cette inflation? Parce que là, elle est là, et elle va être durable, au moins pour quelques années. Pas forcément très élevée, mais durable. Ce qui fait que vous allez perdre l'argent que vous avez épargné. Alors comment faire? Déjà, au niveau politique, on a vu qu'il y avait les gouvernements et les banques centrales qui peuvent décider de lutter contre l'inflation. Les gouvernements, ils vont faire des aides, ils vont mettre des boucliers tarifaires, ils vont mettre plein de choses
qui vont vous permettre de garder votre épargne. Et notamment, ils vont adapter les taux des livrets, les livrets A et le livret d'épargne populaire. Alors, on va voir ça juste après. Comment protéger son argent contre l'inflation? Vos possibilités. On va faire un comparatif de ce que rapportent en moyenne les taux ou alors si vous investissez votre argent. Tout simplement le PEL, donc le plan d'épargne logement, qui a un taux d'intérêt de 2% aujourd'hui. Donc c'est ce que vous pouvez faire de plus mauvais si vous voulez juste garder votre argent. En plus, il y a de la fiscalité sur les intérêts, c'est-à-dire que vous allez être imposé de la flat tax, donc de 30% sur les gains que vous allez faire sur votre PEL. Ensuite, pour contrer l'inflation, le gouvernement y met en place, en France en tout cas, le livret A et le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire. Donc c'est pareil, c'est comme le livret A, parce qu'en fait, ces livrets, ils ont des plafonds qui ne sont pas très élevés. Donc voilà, livret A et LDDS, ils sont à 3%. D'ailleurs, on va voir un petit graphique de l'historique de l'évolution du livret A. Ok, depuis janvier 1975, on a l'inflation qui est en bleu là et le livret A qui est en rouge. Et donc voilà, on voit bien que ça a été créé pour protéger l'inflation et que c'est proportionnel au mouvement de l'inflation. Il y a toujours un retard, vous voyez que bon bah là on est complètement au-dessus, hein. L'inflation est bien sûr bien au-dessus du livret A, mais le livret A est censé se maintenir sur plusieurs années à 3% et l'inflation doit redescendre. C'est la théorie. En tout cas voilà, déjà c'est un bon point, ça vous permet de protéger un peu votre épargne. Ensuite, vous avez le livret d'épargne populaire, donc ça c'est la même chose mais à 6%. Par contre, il y a une condition de revenu pour pouvoir l'avoir. Il faut que ce soit dans une banque physique. Et le plafond est encore plus bas. Il doit être à 10 000 euros. Ils ont augmenté le plafond par contre. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez des revenus qui ne sont pas énormes. Ensuite, il va y avoir l'investissement. Et oui, l'investissement en bourse qui comporte une part de risque, bien sûr, on est d'accord, mais c'est ce qui va vous permettre de protéger votre capital et de le faire fructifier encore mieux. On a le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, qui est en moyenne 10% de croissance annuelle. Et le Nasdaq 100, donc les 100 meilleures entreprises du Nasdaq, qui est aussi une bourse américaine. Donc en fait, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez les valeurs, c'est les GAFAM en fait, hein, et donc Google, Amazon, Tesla, tout ça, qui ont une moyenne sur les 20 dernières années de 18% de rendement annuel. Attention, quand il y a une crise et de l'inflation, c'est censé baisser, ou monter moins vite en tout cas. Donc ce que je vous propose moi, c'est tout simplement de regarder ma vidéo 100% gratuite sur la bourse. Je vous ai fait une formation qui explique tout de A à Z pour pouvoir investir, protéger son capital et surtout le faire fructifier. Créer votre retraite et tout ça, tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris plus de choses sur le mécanisme complexe qu'est l'inflation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Thumbs up si ça vous a plu et allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!